Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. L'avant-projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda suscite la polémique au sein de la classe politique congolaise. Des voix s'élèvent à l'opposition pour exiger que ce texte soit d'abord soumis à l'examen de l'Assemblée nationale. Top Congo FM. À Ituri, une information judiciaire sera ouverte contre Thomas Lubanga, chef du mouvement armé CRP et plusieurs de ses collaborateurs. Conclusion d'une enquête préliminaire menée par une équipe de l'auditorat militaire supérieur dans le territoire de Djougou. Top Congo FM. La décision du gouvernement d'ouvrir 52 nouveaux blocs pétroliers dans la cuvette centrale suscite une vive opposition. La coalition Notre Terre sans pétrole, qui regroupe 176 organisations de la société civile, appelle à l'arrêt immédiat du processus, évoquant des graves crises écologiques, socio et climatiques pour cette région à forte biodiversité. Top Congo FM. À Kalemi, dans la province de Tanganyika, l'école primaire Faraja fait face à une situation critique. 4 classes se sont écroulées, emportées par des inondations causées par la montée des eaux du lac Tanganyika, combinées aux fortes pluies qui se sont abattues. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi? Tout de suite, le journal. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Roger Kalala. Bienvenue et bonnes conditions d'écoute. L'avant-projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda suscite la polémique au sein de la classe politique congolaise. Plusieurs voix s'élèvent, notamment dans les rangs de l'opposition, pour exiger que ce texte soit d'abord soumis à l'examen de l'Assemblée nationale. C'est ce que dit le député national Christian Mwando, qui estime que le ministre des Affaires ou la ministre des Affaires étrangères devrait exposer le contenu de cet accord devant la représentation nationale. Mais selon le président du groupe parlementaire Ensemble, toutes les initiatives de contrôle parlementaire seraient bloquées au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Christian Mwando, joint au téléphone par Osé Manzanza. Au regard de notre Constitution, le Parlement ratifie les accords, c'est-à-dire les accords sont d'abord signés entre les partis, et pour que ces accords entrent en vigueur réellement, il faut que ces accords viennent au Parlement et que le Parlement les approuve. Donc ce sont des accords, des ratifications qui sont des faits a posteriori. Mais pour éviter généralement les discordances ou le rejet d'un accord déjà signé, c'est aussi important que à travers le président et les groupes parlementaires, que les parlementaires aient connaissance au préalable du contenu de ces accords, de manière à ce qu'en amont, ils puissent éventuellement faire leurs observations. Mais selon la loi, normalement, le Parlement ratifie les accords qui sont déjà signés. Mais est-ce que vous avez des inquiétudes ou qu'est-ce que vous formulez comme recommandation, vous, parlementaires de l'opposition? Nous, en tant que parlementaires de l'opposition, nous aurions souhaité que, par une question, parce que moi, par exemple, j'avais envoyé une question orale avec débat sur le projet qui est en cours de deal avec les Américains adressé à la Première ministre, pour qu'elle vienne expliquer au Parlement le contenu, mais comme vous le savez, le contrôle parlementaire ne s'exécute plus pour des raisons que vous connaissez, c'est-à-dire que le Parlement est totalement muselé. Mais aujourd'hui, nous aurions souhaité que le ministre des Affaires étrangères vienne nous expliquer le contenu de toutes les discussions qui sont faites, que le Parlement est laissé totalement en dehors, et ces choses peuvent nous engager ou peuvent être malheureusement jetées. Le président du groupe parlementaire Ensemble, Christian Mwando. En réaction, le député UDPS André Mbata s'interroge, lui, sur l'agitation de l'opposition. Il rappelle que selon l'article 213 de la Constitution, c'est bien le président de la République qui a le pouvoir de négocier et de ratifier les traités et accords internationaux. Écoutez le professeur André Mbata. Je crois que c'est une préoccupation légitime de la part de l'opposition, et il faut tout de même se demander pourquoi l'opposition et particulièrement Ensemble s'agite depuis cette histoire. Vous avez parlé de l'opposition d'Ensemble et de Christian Mwando. Christian Mwando, c'est un ami, un grand parlementaire, mais c'est tout de même un ingénieur commercial. La matière est prévue, régie par la Constitution de la République, notamment les articles 213, 14, 15, 16 et 17 de notre Constitution, sous le titre 6 plutôt, qui parle des traités et des accords internationaux. Et si Christian Mwando et l'Ensemble, ils pouvaient relire cet article 213, ils verront que c'est le président de la République qui négocie et ratifie les traités et accords internationaux. C'est lui qui négocie. On est encore à la phase de négociation. Le Parlement n'a pas compétence, n'a pas qualité pour négocier. C'est le président
président de la République qui négocie. Mais non, il y a deux types de traités ou accords internationaux. Il y en a qui sont soumis. Il y a des traités et des accords qui ne sont pas soumis à la ratification. Le gouvernement, tout simplement, les négocie, il les signe, il informe seulement l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça, c'est le premier type d'accord. Par contre, il y a des traités qui, eux, nécessitent la ratification. Ce sont les traités de paix, les traités de commerce, les traités accords relatifs aux organisations internationales, au règlement des conflits, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives. Ces traités-là, eux, requièrent une ratification. Eh bien, disons, Christian Moindou et les autres ne sont pas leur première législature. Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement ou qu'un président négocie les traités accords internationaux conformément à la Constitution. Donc, qu'ils gardent leur mal en patience. C'est le président de la République qui a le pouvoir de négocier et lui seul. Et après, quand il aura fini, le processus sera fini, il va envoyer les documents à l'Assemblée. C'est à ce moment-là, au moment de la ratification, que le Parlement de la République va entrer en jeu. Professeur André Mbata, au téléphone de Osé Manzanza, notait que l'annonce du dépôt de l'avant-projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda a été faite par Massad Boulos, conseiller principal des États-Unis pour l'Afrique. Il a félicité les deux parties et salué une avancée importante vers le respect des engagements pris dans la déclaration des principes. Pendant ce temps, les discussions se poursuivent à Doha entre les délégations de Kinshasa et de Kigali. Les travaux ont repris dimanche. Crise sécuritaire en RDC alors que les pourparlers entre la RDC et le Rwanda avancent sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Junior Kudura, acteur politique proche du pouvoir, salue un processus transparent qui, selon lui, commence à porter ses fruits. Il s'appuie notamment sur l'annonce des dépôts des avant-projets d'accord par les deux parties. Par ailleurs, Junior Kudura s'oppose à la démarche sur laquelle s'accroche l'opposition politique porté par la CENCO et l'ECC. On l'écoute au micro de Trésor Kiyombo. C'est un processus transparent qui a le mérite au moins de produire des effets, puisqu'aujourd'hui, le gouvernement congolais officiel et le gouvernement rwandais officiellement discutent pour un processus de paix qui est censé aboutir sous l'égide d'une médiation américaine. Et nous sommes heureux de constater qu'effectivement aujourd'hui, le processus va bon train, puisqu'effectivement, selon les informations que nous avons aujourd'hui, les délégations congolaises rwandaises ont déposé les éléments, les outils pour un avant-projet d'accord de paix. Donc effectivement, les efforts diplomatiques du chef de l'État et sa constance dans cette politique diplomatique payent et aujourd'hui portent leurs fruits. Pensez-vous que le processus tel qu'est mené pourrait apporter une paix durable alors qu'il y a des frictions à l'interne? Ne faudrait-il pas rechercher d'abord la vraie cohésion à l'interne? La paix en RDC, de manière prioritaire et hiérarchisée, a été effritée par une agression internationale du Rwanda qui s'est appuyée sur des soutiens congolais. Donc, logiquement, la priorité du Congo est de traiter la question rwandaise à la source, à travers les accords de paix que nous traitons aujourd'hui aux États-Unis, et puis voir la question de la cohésion pour que cette cohésion nationale puisse donner la chance au texte que nous sommes en train de mettre en place au niveau international d'aboutir. Je ne pense pas que l'opposition aujourd'hui, qui par définition est minoritaire, a eu les moyens, à moins que vous me dites que l'opposition ait été complice du Rwanda. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous dire que la paix pour laquelle nous sommes en train de travailler, la priorité, c'est de régler la question rwandaise, parce que c'est le Rwanda qui tire les ficelles à la fois du M23 qui est utilisé au Congo et à la fois aussi des politiques congolais qui sont complices du Rwanda et corrompus par le Rwanda. Donc autant couper l'arbre à sa racine et traiter la question rwandaise. Vous avez dit plus d'une fois que le processus de paix mené par les États-Unis d'Amérique allait très bien, mais sur les terrains, la situation n'a pas pour autant changé. Les M23 continuent d'occuper certains territoires et même d'avancer vers Lubero. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a un processus de paix qui est en cours, qui va aboutir, dont les responsabilités seront mises en place. Le cessez-le-feu est un moyen de pression. Aujourd'hui, les éléments ont été confirmés, déposés, acquis de droit. Les experts vont traiter les outils, les éléments du projet de texte et nous verrons vers où cette paix va cheminer. La recherche de la cohésion est une nécessité. Ouvrir cette cohésion à l'opposition radicalisée, que moi j'estime être radicalisée, peut ou ne pas se faire. Elle peut se faire, mais même si elle se faisait, ce ne serait pas dans le cadre de dire que cette opposition a des solutions concrètes. Une opposition qui n'a pas la légitimité ni la majorité populaire ne peut pas conditionner sa participation à un dialogue, alors qu'elle se proclame être en train de rechercher la cohésion. Il faut faire des compromis.
Junior Koudoura, qui est cadre donc de la plateforme, présidentielle. En Ituri, une information judiciaire sera ouverte contre Thomas Lubanga, chef du mouvement armé Convention pour la Révolution populaire, CRP, et plusieurs de ses collaborateurs. C'est l'une des conclusions d'une enquête préliminaire menée le lundi par une équipe de l'auditorat militaire supérieur dans la localité de Nyamamba, au bord du lac Albert, dans le territoire de Djougou. Cette démarche fait suite aux récents combats entre les miliciens de la CRP et les forces armées congolaises. Les précisions de notre correspondant Franck Assanté. C'était la nuit du 30 avril au 1er mai de cette année que ces miliciens de Zaïre, Bar Convention pour la Révolution populaire, ont attaqué la localité de Nyamamba, située à 14 km de Tchomia, au littoral du lac Albert, de 21h à 4h du matin. La dite attaque a été repoussée par les éléments des FARDC de l'opération dénommée Tolérance Zéro, sous commandement du colonel Ekofoshiko Daniel, commandant de 332e base navale Baza Kasseng. Au cours de cette attaque, 8 miliciens ont été neutralisés, 3 capturés, une arme marque AK-47 récupérée, ainsi qu'une bombe. L'avocat général militaire, le colonel magistrat Kumbungo Maja Baptiste, lors de ses enquêtes menées sur terrain, lundi 5 mai 2025, a félicité le travail du Tita abattu par l'armée congolaise dans le cadre de cette opération et a également encouragé le commandant de ces opérations de poursuivre avec cet élan pour empêcher toute tentative de ses ennemis de la paix. Cet avocat général, qui est à la tête de cette délégation, annonce qu'une information judiciaire sera ouverte en charge de Thomas Lubanga, le colonel Lobo Pichi, les déserteurs des FARDC, Kiza Bagaya, Barak Abanke, ainsi que Mugen Marini. Ils sont poursuivis pour crimes de guerre, par meurtre et participation à un mouvement insurrectionnel. Bounia, Franck Assanté, Top Congo FM. Et dans le cadre de cette enquête, plusieurs présumés complices ont été interpellés. Parmi eux, un milicien qui a décrit leur stratégie, ainsi qu'un homme chargé de l'approvisionnement des groupes armés retranchés à Zingilere et Nogo. Écoutez leur témoignage traduit par Franck Assanté. Bangonde babimaki na zamba babimaki butu moko boye mfiko ngai musala ndoboto botozonga ka butu kotinanda bazaki 6 personnes na bunduki amena na vile usana na. Au total, ils sont nombre de 6 personnes qui planifient les opérations sur place. Les réunions se déroulent dans les sites de déplacés où les armes y sont également cachées. Parmi eux figurent 3 commerçants influents, mais également les présidents du site. Chaque fois, après leur planification, ils font rapport à leur hiérarchie. Et quelques jours après, ce sont des attaques. Taximen, wakati nikwenda beba mbegu wa muinzi kunyamamba, turi ya kwanza mimi nakwenda mimi nabeba. Ya turi ya pili, chef ya mbogi akaniita anasema mimi nasikia huko. Moi, j'ai transporté les vivres et non-vivres achetés souvent par les chefs de Mbogi. Une fois arrivé à l'endroit indiqué, ce sont ces miliciens qui m'accompagnaient jusqu'à quelques kilomètres de leur cas. Anasema ukifika tu Kumbavi pale utakuta mwenye kitu kuna chunga kitu yake pale. Atongea pale mimi pa anajali mimi nafunga kitu juu ya moto. Kufika Kumbavi mimi nakuta barebel biko na nichunga pale. Des propos ou témoignages recueillis par Franck Assanté. Les FARDC sont-elles impliquées dans les exactions et tracasseries contre les civils dans le territoire de Kwamout? Un député provincial alerte sur l'existence d'un cachot souterrain où seraient détenus des individus qui s'opposeraient à la tracasserie au village Toit. Le vice-président de l'Assemblée provinciale de Maïndombe parle aussi des personnes blessées par des éléments incontrôlés et FARDC qui ont fait usage de leurs armes. En réaction, la 11e région militaire parle d'allégations mensongères. Explication Jonathan Messa. Existe-t-il un cachot souterrain au village Toit dans les territoires de Kwamout? Les députés provinciaux David Bissaka l'affirment. L'armée dément. L'élu précise que dans ces cachots est détenue toute personne qui s'oppose aux tracasseries militaires. L'armée parle d'allégations diffamatoires et mensongères, dénonçant les populismes qui, selon elle, caractérisent les députés qu'elle accuse de jeter les discrédits sur l'armée nationale. L'élu des Kwamout accuse en outre les éléments incontrôlés des FARDC d'avoir tiré à bout portant sur un jeune homme d'une vingtaine d'années, actuellement admis en soins intensifs. Une autre femme serait décédée dimanche à Kwamout, atteinte par balle qui aurait été tirée par un militaire. L'élu dénonce aussi l'inaction de l'armée face aux miliciens Mobundo qui exigerait 50 000 francs chaque transporteur à Kinsele, ainsi que l'instauration d'une barrière en Gambomi
où 2000 francs seraient exigés aux motocyclistes. Il accuse également les FARDC de conditionner les activités champêtres à une autorisation payante de 1000 francs dans plusieurs villages. L'armée parle des mensonges grossiers relevant d'une campagne de désinformation visant à détourner l'opinion des vrais auteurs de violences, à savoir le milicien Mobondo, que les députés sembleraient défendre. Le porte-parole de la 11e région militaire, le capitaine Anthony Mwalushaï, affirme que les FARDC n'imposent ni taxes ni prélèvements illégaux aux cultivateurs dans la région des Bandundu. Il précise, je cite, les FARDC rappellent à ses députés qu'il est censé représenter l'ensemble des communautés de sa province et non se faire le porte-voix d'un seul groupe engagé dans un conflit armé. En protégeant indirectement les miliciens Mobondo, il met en péril la paix et la sécurité de ses concitoyens. Fin de citation. Kikwit, Jonathan Messa, Top Congo FM. La mission première de la police de circulation routière est de servir la population et non la stresser. C'est aussi de réguler la circulation routière selon la loi. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a dit lundi à l'ouverture d'un atelier de renforcement des capacités des inspecteurs de l'IGPNC et des cadres de la PCR Vide Kinshasa et surtout de la mise en œuvre du code de la route et de la pratique des amendes transactionnelles. Jacquemin Chabani souligne que le manque de sanctions internes de la police est l'une des faiblesses. On l'écoute. Il est en effet inacceptable que certains agents se présentent en état d'ébriété, provoquent intentionnellement des embouteillages, imposent systématiquement la main tendue, confisquent illégalement des documents, endommagent volontairement les véhicules de nos concitoyens, brutalisent les usagers, réclament des amendes excessives et les détournent au détriment du trésor public. Ces actes qui ternissent, qui salissent l'image de la police nationale congolaise avec comme mobile la tontine Likelemba, les haricots des enfants Madesu Yabana, les rapports avec soubassement à la hiérarchie pour maintenir son poste sont en contradiction avec la politique du gouvernement. L'une des faiblesses de notre police est le manque de sanctions internes. Et je reste convaincu que l'instrument majeur pour rétablir cette sanction-là, qui est le seul moyen de nous permettre de redresser le corps, j'insiste encore, bien sur le corps et la sanction. Et cette sanction ne peut venir que de l'inspection, qui est l'organe de contrôle. Elle doit non seulement identifier et sanctionner les écarts, mais aussi renforcer la prévention. Il faut dire que des vidéos des tracasseries des policiers sont souvent partagées dans les réseaux sociaux. Et pour le commissaire divisionnaire Patience Philémon Mouchid Yav, commandant de l'IGPNC, les policiers auteurs des abus seront déférés devant l'autorité judiciaire compétente. On l'écoute. Il est impératif d'une part d'outiller nos agents de la police de circulation routière avec des compétences techniques, juridiques, éthiques et déontologiques nécessaires pour accomplir leur mission avec professionnalisme, intégrité, probité, honneur et efficacité. Et d'autre part, d'appeler les usagers de la route au respect strict de leurs obligations vis-à-vis de la législation routière en vue de bannir l'incivisme routier ostensible qui caractérise leur majorité. Ainsi, cet atelier consiste une étape cruciale dans notre démarche d'amélioration des performances et des capacités opérationnelles des unités de la PCR. Il vise non seulement à renforcer leurs connaissances sur le code de la route et la pratique des amendes transactionnelles, mais aussi de les appeler à la résilience en vue de divorcer avec les pratiques abusives et leur comportement déviant notés par notre population sur toutes les artères de la ville de Kinshasa. À ce titre, il convient de souligner avec insistance le rôle capital que doit jouer l'inspection générale de la police nationale congolaise en tant qu'organe de contrôle, d'audit, d'enquête et d'évaluation qui doit demeurer le garant du respect des droits humains, de la déontologie policière, du traitement équitable des citoyens et de la répression des abus au sein de la police nationale congolaise en déférant ces derniers devant l'autorité judiciaire compétente, les policiers auteurs des actes pernicieux. Le commissaire divisionnaire Philémon Patience Mouchidiav. Malaise à l'Assemblée provinciale du Sud Ubangui, les députés provinciaux, 19 au total, visés par la justice pour corruption et rébellion après l'élection du nouveau président de l'Assemblée provinciale,
protestent contre la suspension de plénière par le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Dans une déclaration, ils affirment qu'il n'y a aucune crise à l'Assemblée provinciale. Ils estiment que l'élection du président du bureau permanent s'était déroulée conformément au règlement intérieur de cet organe délibérant. Extrait de la déclaration lue par le député John Debalassé, des propos recueillis par Fira Pierre Akambou. Confirmons à l'opinion tant nationale que provinciale que toutes les décisions prises au cours de la plénière du 22 avril 2025 ayant conduit à l'élection de notre collègue honorable Adoubia Likundu Malachi à qualité du président de l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi et à l'adoption du calendrier de la session de mars 2025 demeure inchangée puisque prise conformément à notre règlement intérieur. Secondo, fustigeons la décision de la suspension de la tenue de plénière à l'Assemblée provinciale prise par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, dans son télégramme du 25 avril 2025, retrouvé sur les réseaux sociaux et exécuté par le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Sud-Ubangi, sans que le dit télégramme soit notifié au bureau permanent de l'Assemblée provinciale. Tertio, avons été surpris toujours sur les réseaux sociaux l'injonction du ministre d'État de la Justice enjoignant au procureur général près la cour d'appel du Sud-Ubangi de nous poursuivre pour avoir accompli notre mission parlementaire. John Debalassé, député de l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi. La décision du gouvernement congolais d'ouvrir 52 nouveaux blocs pétroliers dans la cuvette centrale suscite une vive opposition. La coalition Notre Terre sans pétrole, qui regroupe 176 organisations de la société civile congolaise et internationale, dénonce une démarche contraire à l'engagement de la RDC en tant que pays solution face à la crise climatique. La plateforme appelle à l'arrêt immédiat du processus, évoquant des graves crises écologiques, sociaux et climatiques pour cette région à forte biodiversité. Les détails avec Rémi Moulingati. Dans un communiqué de presse intitulé « Pétrole contre forêt, un choix destructeur du gouvernement », Notre Terre sans pétrole dénonce avec la plus grande fermeté l'ouverture des 52 nouveaux blocs pétroliers dans la cuvette centrale. La coalition demande l'arrêt immédiat de ces processus qui suscitent une vive inquiétude au regard de ses conséquences écologiques, sociales et climatiques. Regroupant 176 organisations de la société civile congolaise et internationale, Notre Terre sans pétrole estime que le gouvernement cherche à verdir une politique fondamentale incompatible avec la protection de l'environnement, le respect de l'accord de Paris et les engagements tant nationaux qu'internationaux pris par le pays. La coalition affirme que ce serait un coup dur porté au couloir vert Kivu-Kinshasa, car ces chevauchements menacent non seulement de compromettre les financements et partenariats internationaux qui accompagnent ces projets, mais aussi de décrédibiliser l'ensemble des initiatives censées incarner la vision de la RDC comme pays solution. Elle craint aussi que des échecs passés à Mwanda se répètent et un risque évident de la répétition de l'échec de 2022. La coalition Notre Terre sans pétrole exige au gouvernement d'abord l'arrêt immédiat du processus de mise en vente des 52 blocs pétroliers dans la cuvette centrale, ensuite l'annulation des 3 blocs pétroliers et gaziers déjà attribués et enfin un moratoire complet sur l'exploration pétrolière et gazière en RDC. Pour terminer, Notre Terre sans pétrole demande à ses partenaires internationaux, agences multilatérales et entreprises à ne pas soutenir, financer ou participer à ces projets qu'elle qualifie de destructeurs. Ils ne sont pas payés, les enseignants de Fizi Uvira et des écoles consulaires de Bujumbura. Ce sont les enseignants donc qui disent à la Caritas et qui donnent cette date 8 mai, ultimatum lancé dans une correspondance adressée aux responsables de Caritas Uvira par l'intersyndicat des enseignants du Sud Kivu 2. D'après Jean-Pierre Irengue, président de l'intersyndicale, les enseignants de cette partie du pays payés par Caritas totalisent 3 mois d'impayement. Il dit ne pas comprendre ce retard car toutes les banques sont opérationnelles à Uvira. On l'écoute. Nous sommes vraiment désolés de constater que la Caritas Uvira vient de réaliser 3 mois
sans payer les salaires des enseignants, sans payer la prime de gratuité des enseignants des écoles primaires publiques, sans payer les frais de fonctionnement de toutes les écoles, je vais dire du territoire de Fizi, du territoire d'Uvira, des écoles consulaires de Bujumbura et quelques écoles de la ville d'Uvira. C'est vraiment avec grande déception que nous sommes en train de dénoncer cette situation. Au-delà de toutes les démarches menées, nous sommes dans l'obligation de saisir les autorités et alerter. Nous avions écrit, ça n'a pas donné de résultats. L'autorité provinciale, M. le Prophète, a écrit, ça n'a pas donné de résultats. En dépit de tout ça, nous sommes fatigués. C'est comme ça que nous avions écrit à Caritas pour dire, écoutez, une lettre d'ultimatum, que dès le 8, si Caritas n'a pas payé, nous serons dans l'obligation de nous exprimer par le langage qu'ils pourront facilement comprendre. Parce que nous sommes au courant, nous sommes informés que la situation est bloquée au niveau des Caritas. Jean-Pierre Irengue, président de l'intersyndicat des enseignants du Sud Kivu de Kalemi dans la province de Tanganyika, l'école primaire Faraja fait face à une situation critique. 4 classes se sont écroulées, emportées par des inondations causées par la montée des eaux du lac Tanganyika combinées aux fortes pluies qui se sont abattues. Aujourd'hui, les élèves sont regroupés dans 3 salles encore utilisables dans des conditions d'apprentissage très difficiles. Le directeur de l'établissement, Ignace Kisimba, alerte sur les risques pour la santé et la sécurité des enfants, évoquant même la crainte des pertes humaines si la situation persiste. Ignace Kisimba, au micro de Fabien Kambinzi. Nous avons connu le problème des inondations. Vu la situation actuelle, l'avancée du lac Tanganyika, il y a aussi la montée des eaux. Alors, comme notre bâtiment était en daube, c'est la source qui entrait là en bas pour affecter les briques, nos briques qui étaient en daube. Alors, les tôles, il y a aussi même des murs qui étaient tombés. Dieu merci, les enfants étaient déjà en classe ce jour-là. Alors, c'était tout juste après la sortie des enfants que nous avons connu cet accident. Vraiment, nous glorifions le Père. Mais sinon, on allait arrêter le problème de décès. Mais Dieu nous a fait grâce, seulement les bâtiments, les murs se sont écroulés, mais les enfants sont sortis. Nous sommes entre les deux ruisseaux. À gauche, nous avons Ouima et à droite, nous avons Kamaïmba. Bon, s'il pleut abondamment, il y a des eaux qui viennent de ces deux ruisseaux qui débordent jusqu'à entrer aussi dans notre cours scolaire. Pour le moment, en tout cas, nous sommes en train de nous démener par-ci, par-là. Mais les conditions dans lesquelles nos enfants étudient pour le moment laissent à désirer. Alors, au moins 7 salles de classe. Dans les 7 salles de classe, nous sommes restés seulement avec 3 salles de classe. Nous sommes obligés de fusionner les classes. Des propos recueillis par Fabien Kambizi. Ils sont désormais des sans-abri. Les victimes des démolitions des bâtiments anarchiques à Kintambo ne savent à quel saint se vouer. Dans une déclaration, leurs dépendants disent avoir perdu même des biens meubles pendant les opérations de démolition. Détenteurs de tous les documents légaux, c'est ce qu'ils disent. Ils appellent à une indemnisation pour compenser les dommages causés par l'État congolais. Écoutez Nathan Dongala, l'une des victimes des démolitions des immeubles à Kintambo, au micro de Dieu merci Loussa Koumono. Nous savons que la terre appartient à l'État et c'est même l'État a la garantie de pouvoir sécuriser sa population. Que les gens disent qu'il y a une décision qui vient au-delà de tout le monde. Et nous savons qu'en haut, c'est le président de la République qui prône l'état des droits. Nous demandons à ce que nous puissions être indemnisés parce que nous, s'il y a eu que de parcelles a été vendues illégalement, mais quand même il y avait le service cadastral de la commune qui a été avisé, qui avait autorisé qu'on puisse abriter le bâtiment dans ce lieu. Et nous demandons à ce que la justice soit faite, que nous soyons indemnisés parce que nos garanties, nos biens, nos stocks ont été écrasés parce que c'est les gens qui travaillaient sur le lieu, ils étaient vraiment incompréhensifs. Ils disaient que non, c'est une jonction, nous devons réagir à 48 heures. Selon la procédure, nous avons le maître qui est là. Nous savons qu'on donne au-delà, même pour le préavis de garantie locative, on donne au-delà de 3 mois. Mais nous, on nous a dit le même dimanche par le gouverneur et le lendemain à 6 heures, ils ont commencé déjà à démolir par des bâtiments qui étaient au coin. Donc nous demandons à ce que la justice soit faite et que l'État nous assure parce qu'il y a des familles qui dorment à l'extérieur, il y a des familles qui ont perdu. Il y a mon frère qui est à ma droite, c'est un médecin, il a perdu même ses diplômes. Imaginez-vous quelqu'un qui a fait 9 ans à la fac et par après, le remerciement, c'est
une perte d'un diplôme qu'il a pu souffrir toute sa vie. En tout cas, que la justice soit faite. On l'avait annoncé il y a quelques mois, on le dit encore aujourd'hui, bientôt, la réouverture du grand marché de Kinshasa. C'est ce qu'annonce le président de l'Assemblée provinciale, Lévi Mbuta, et le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Annonce faite après une réunion stratégique durant laquelle les dossiers brûlants et urgents de la capitale ont été abordés. Inondations, construction anarchique, réhabilitation des routes et insécurité. Les deux autorités prévoit une inspection sur les terrains concernant le grand marché de Kinshasa dans l'objectif d'encourager l'entreprise chargée d'exécuter les travaux à accélérer donc l'évolution. Donc écoutez le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévi Mbuta, au micro de Dieu merci Lusakomounou. Nous avons échangé avec l'exécutif sur le problème du marché central. Il faudrait qu'on puisse réouvrir le marché central pour que la ville puisse avoir quand même des recettes pouvant résoudre tout le problème que nous avons au niveau de la ville. Je crois prochainement, il est prévu une descente entre le bureau de l'Assemblée provinciale ainsi que l'exécutif. Nous allons descendre pour voir le travail qui a déjà été fait. Qu'est-ce qui reste à faire pour pousser l'entreprise qui est en train de travailler à finir définitivement ce travail afin que le marché central soit réouvert, que les Quinoises et Quinois puissent reprendre leur lieu de travail pour que la ville puisse quand même avoir de quoi répondre à tous les problèmes que nous avons au niveau de la ville. Comme vous avez constaté, la première institution de la ville de Kinshasa, qui est l'Assemblée provinciale, ainsi que la deuxième institution de la ville de Kinshasa, qui est l'exécutif, nous travaillons en harmonie. Nous avons eu à échanger sur beaucoup de points. C'est par rapport, par exemple, au retour des normes sur la ville de Kinshasa. Vous avez vu que l'exécutif est en train de travailler. Nous allons souffrir qu'il y ait certaines destructions parce qu'il y a des constructions anarchiques sur la ville. Ça n'ira pas bon la ville. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des sérieux problèmes. Il faudrait que nous puissions souffrir que ce travail soit fait pour que la ville soit quand même vivable. C'est le travail que l'exécutif est en train de faire sur le terrain. Nous soutenons les gouverneurs pour qu'ils puissent réussir dans tous les défis que nous avons dans la ville de Kinshasa. C'est pourquoi nous félicitons le gouverneur parce qu'il ne veut pas travailler seul. Il doit associer les députés provinciaux dans ce qu'il est en train de faire. Nous l'accompagnons. Et pour finir, nous disons Kinshasa et Zobonga parce que le travail est en train d'être fait. Lévi Mbuta, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Location des maisons, des locaux et autres appartements relevant du domaine privé de l'État en RDC. Le secrétaire général à l'urbanisme et habitat et le directeur général de la DGRAD, Direction générale des recettes administratives, judiciaires et domaniales et de participation, rappellent à tous les occupants assujettis à ce droit de location la nécessité de s'exécuter pour ne pas s'exposer aux amendes transactionnelles prévues par les dispositions légales et réglementaires. Détail José Ipachi. Dans ce message, le secrétaire général à l'urbanisme et habitat et le directeur général de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation de Gérard Dansigle rappellent à l'attention de tous les occupants assujettis au droit de location des maisons, locaux et appartements relevant du domaine privé de l'État la nécessité d'observer de manière stricte les dispositions contractuelles et, à l'occasion, les informe qu'en vertu du contrat de bail signé entre les parties, ils sont priés de bien vouloir se mettre en ordre de paiement des droits susvisés. Ainsi, au terme de l'annexe de l'arrêté interministériel numéro 014/CAB/Mineta-IH/2020 et numéro 067/CAB/Mine/Finance/2020 du 11 juin 2020, portant fixation des taux de l'initiative du ministère de l'Urbanisme et Habitat dans le secteur de la gestion immobilière, les défauts de paiement des dits droits à l'échéance ainsi fixés exposent tout contrevenant aux amendes transactionnelles ainsi qu'à d'autres sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, précise Laurent Tchelou Mwenimali, secrétaire général à l'Urbanisme et Habitat, et Étienne Ouchoudi, directeur général de la DGRAD. Plaidoyer en faveur d'un renforcement du rôle des sages-femmes en Afrique. Dr Senen Houton, directeur régional de l'INFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, appelle à davantage d'investissement dans ce corps médical essentiel. Il s'est exprimé lors d'un webinaire organisé avec les journalistes du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. C'était à l'occasion de la Journée mondiale des sages-femmes célébrée cette année sous le thème « Les sages-femmes indispensables en toutes circonstances ». Les explications de Gino Rehema.
Plus de 500 femmes meurent chaque jour dans des contextes fragiles à cause des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. C'est qu'a déclaré le directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pour Dr Senem Yuton, même si son organisation continue à accompagner les gouvernements africains dans le renforcement de la formation des cadres réglementaires et des modèles de soins dirigés par des sages-femmes, la situation risque d'être difficile dans les jours à venir. Il en donne les raisons. Mais nous avons tous eu l'information depuis le début de l'année des coupures budgétaires, pas seulement des États-Unis, mais de la plupart de nos donateurs qui essayent de rediriger leurs propres ressources vers des questions d'intérêt national, notamment sécuritaire et autres. Et donc, cette situation a fragilisé encore plus les situations dans nos pays. Malgré tout, l'UNFPA réaffirme ses engagements pour combler les déficits de sages-femmes, prioriser leur déploiement dans des zones les plus vulnérables, protéger les sages-femmes en contexte de crise et garantir un financement adéquat avant d'appeler les gouvernements à plus d'investissements pour réduire la mortalité maternelle. Plusieurs pays se demandent comment est-ce que le Burkina, avec toutes ces crises, arrive à réduire la mortalité maternelle. De ce que je sais, c'est des investissements depuis des décennies. J'ai vu comment le pays a investi dans la formation sage-femme. J'ai vu comment le pays a fait de la gratuité de la césarienne et la gratuité de la planification familiale une priorité qui dure depuis 10 ans. Mais c'est pour vous dire que les changements sont possibles. Notez que Dr Senem Houston est celui qui a développé l'idée des sages-femmes humanitaires depuis la République démocratique du Congo. Gino Rehema. Actualité internationale au Ghana, le président John Mahama a sanctionné plus de 40 ministres et collaborateurs pour n'avoir pas déclaré leur avoir dans les délais. Cette mesure marque le début d'un nouveau code de conduite des fonctionnaires. Les contrevenants devront verser 4 mois de salaire, dont une partie au fonds Mahama Care, mis en place pour soutenir le secteur médical. Le Rwanda a confirmé être en pourparlers avec Washington pour accueillir des migrants en provenance des États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a précisé à la télévision d'État que les discussions en sont à un stade préliminaire. Cette annonce intervient alors que l'administration Trump multiplie les expulsions et cherche des accords avec des pays tiers. Au Vatican, la deuxième réunion préparatoire avant le conclave se tient ce mardi. Les 133 cardinaux électeurs sont tous arrivés à Rome, a confirmé le Vatican le lundi. Le conclave pour choisir le pape s'ouvrira par une messe solennelle à la basilique Saint-Pierre avant que les cardinaux ne se réunissent dans l'après-midi à 16h30 dans la chapelle Sixtine. Ils y voteront à huis clos jusqu'à ce que l'un d'entre eux obtiennent la majorité des 2/3 et deviennent le nouveau chef de l'Église catholique. Les discours prononcés lors de la réunion d'hier et celle d'aujourd'hui pourraient s'avérer décisifs dans le choix du prochain pape. Et vous ne le savez peut-être pas, le 6 mai, aujourd'hui, la planète célèbre tout et son contraire. C'est la journée sans régime, manger sans souci. C'est la journée mondiale de l'asthme. Pensez plutôt aux asthmatiques. C'est la journée mondiale du coloriage, c'est bien, mais pas salir les murs. C'est la journée du mot de passe, demander le code des coffres-forts des millionnaires. C'est la journée internationale des drones. Amusez-vous, sauf dans le salon, c'est aussi la journée mondiale du jardinage nu. Et là, on vous laisse seul avec votre conscience. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Retenez pour l'essentiel de l'actualité, l'avant-projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda suscite la polémique au sein de la classe politique congolaise. Des voix s'élèvent à l'opposition pour exiger que ce texte soit d'abord soumis à l'examen de l'Assemblée nationale. Top Congo FM. En Ituri, une information judiciaire sera ouverte contre Thomas Lubanga, chef du mouvement armé CRP et plusieurs de ses collaborateurs. Conclusion d'une enquête préliminaire menée par une équipe de l'auditoire militaire supérieur dans le territoire de Djougou.
Top Congo FM. La décision du gouvernement congolais d'ouvrir 52 nouveaux blocs pétroliers dans la cuvette centrale suscite une vive opposition. La coalition Notre Terre sans pétrole, qui regroupe 176 organisations de la société civile, appelle à l'arrêt immédiat du processus, évoquant des graves crises écologiques, socio et climatiques pour cette région à forte biodiversité. Top Congo FM. Voilà, c'est la fin de ce journal qui porte les signatures de Myriam Bokechu, Trésor Kiyombo, Osé Manzanza, Dieu merci, Loussa Koumonou, Myriam Iragi. Journal mis en onde par Grâce Lema et réalisé sous la coordination de Peggy Wabeno. Vous nous avez suivis en direct sur YouTube grâce à Pascal Kalambay, Théo, Loussa Kweno, Didi Binsika, Dani Zayobi, Patrick Mungongo. Restez à l'écoute de Top Congo FM. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par